Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Nous sommes le vendredi 1er février 2019. Nous allons faire un point sur les clôtures mensuelles des indices. Le S&P 500 qui a clôturé son meilleur mois de janvier depuis 1987, après un mois de décembre chaotique, hein, il faut le dire, il faut le préciser. Donc plus 7% du S&P en janvier, contre une baisse de 9% au mois de décembre. Donc finalement, voilà, on a eu un rebond, mais pas une correction totale du mouvement du mois précédent. Donc voilà. Et ce matin, on a un retour de l'aversion au risque après la nouvelle publication de l'indice PMI Kexin chinois qui est ressorti à son plus bas niveau depuis 3 ans, depuis février 2016. Donc ce qui alimente une nouvelle fois les les craintes sur le ralentissement de l'économie mondiale, malgré des discussions qui ont avancé, qui ont terminé sur une note positive entre les États-Unis et la Chine. Alors on a la Chine qui serait d'accord pour acheter davantage de soja américain. À part cela, on n'a pas eu d'avancée concrète et Donald Trump qui a déclaré qu'il n'y aura pas d'accord définitif avant une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping dans un avenir proche. Donc voilà, donc on a de l'appétit pour risque qui s'est clairement atténué depuis hier en raison de ce PMI chinois. Ce matin, on a, comme vous savez, l'AUD, hein, qui sous-performe. Dès qu'on a une mauvaise statistique chinoise, l'AUD est en baisse. Et à l'inverse, dès qu'on a une statistique bonne en Chine, on a l'AUD qui est en hausse. Donc là, pour le coup, l'AUD sous-performe. On a une dégradation de l'appétit au risque. Et voilà, les marchés européens devraient ouvrir en très légère hausse. Mais voilà, ça va être compliqué pour progresser. Le marché qui attend notamment les chiffres de l'emploi américain. Alors bonjour François, j'espère que vous allez bien. Moa que je salue également, Frédéric, Gilles, Raymond, Denis, Gérard, bonjour à vous. Alors avant que j'oublie, j'aurai le plaisir de faire un webinaire spécial NFP tout à l'heure. Donc pour cela, hein, vous vous inscrivez sur le site DailyFX et voilà. Je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. Alors, au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, on a eu une hausse des marchés actions. Enfin, Wall Street a terminé en nette hausse hier, à part le Dow Jones, pardon, qui devrait être en rouge. Hein, donc Dow Jones moins 0,36% à cause de mauvais résultats de Dow Dupont. Voilà, mais par contre, on a eu des très bons résultats de Facebook, comme vous savez, qui a grimpé de 11% en post-market avant-hier, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui a permis donc au S&P et aux valeurs tech de vraiment continuer à rebondir. Toutefois, le rebond qu'on a eu ce matin, si on regarde les secteurs, n'a pas été accompagné par les cycliques. Donc voilà, c'est un mouvement haussier qui est à prendre avec des pincettes. Au niveau du VIX, il s'est approché de 16. Il est actuellement à 16,57. Il a baissé de 6% hier. Ce matin, on a le rendement du 10 ans qui continue à baisser. Il baisse de 4 points de base. Alors le rendement du 10 ans qui est passé de 2,80 il y a une semaine à 2,63, tout simplement à cause de la Fed, hein, la Fed qui s'est montrée beaucoup moins dur, beaucoup plus flexible, et ça c'est bon pour l'appétit au risque. C'est bon puisque ça sous-entend moins de réduction de la liquidité. Et donc ça, c'est un facteur qui contribue à la montée des actifs risqués. Voilà, donc le 10 ans US qui est en baisse, le dollar qui est sous pression, même s'il surperforme ce matin, il est en baisse depuis mercredi. Le yen, il est à l'équilibre ce matin, l'or est en légère baisse à cause de la remontée du dollar, comme je viens de le dire ce matin. Le Nikkei, le MSCI Asie ex Japan, comme vous pouvez le voir, c'est en hausse, mais c'est très très léger, hein, donc voilà, on n'a plus vraiment d'appétit au risque qui a été généré par la note positive des discussions commerciales hier et avant-hier. C'est la vente des logements US plus 16% qui a fait monter l'USD et donc baissier l'euro-dollar. Alors non, c'est des commentaires du président de la Banque d'Allemagne, donc qui a déclaré que il s'attendait à une croissance à 1%, qui a confirmé l'estimation de croissance en Allemagne, donc à 1%. Et donc ça a été plutôt interprété comme très négatif par le marché.
Dès qu'on a eu cette annonce hier matin, vers fin de matinée, on a eu une correction de l'euro. Voilà. Au niveau du calendrier économique, alors après peut-être que les ventes des logements a contribué à cette baisse de l'eurodoll, mais ce n'est pas la raison première. L'élément déclencheur, c'est vraiment les propos, le discours du président de la Bundesbank. Donc au niveau du calendrier économique, nous aurons l'estimation de l'inflation en zone euro à 11 heures, qui sera le premier catalyseur majeur. Ce matin, nous avons les PMI définitifs du mois de janvier qui seront publiés, puisqu'ils sont définitifs, ça ne devrait pas être source de volatilité énorme. Voilà. Et sinon, voilà, vraiment aujourd'hui, ce sera 14h30 le rendez-vous avec le rapport de l'emploi américain. Pardon. Le NFP, dont l'estimation est de 165 000 créations d'emplois, contre 312 000 le mois précédent. Le taux de chômage est attendu stable à 3,9%. Le salaire horaire moyen sur un rythme annuel attendu en hausse de 3,2%. Voilà. Et enfin les indices, vous voyez PMI, mais c'est encore une fois, c'est non, ça c'est ISM, c'est pas Market. Donc nous aurons des indices PMI de ISM, de l'agence ISM à 16 heures pour les États-Unis. Alors on voit ce matin l'AUD qui sous-performe clairement alors que le GBP, l'USD, l'euro voilà, sont plutôt en hausse, en très légère hausse. Vous voyez que toutes les devises GBP, USD, euro, NZD, franc, yen, vous voyez que c'est globalement c'est identique. On n'a pas vraiment de tendance haussière. Donc on a juste l'AUD qui est en baisse ce matin et ça devrait peser sur, enfin c'est témoin d'aversion au risque. Donc on va voir ce que font les marchés actions. Vous voyez que les marchés actions, voilà, c'est dans le rouge. Alors on va regarder en une heure. Donc en une heure, voilà, on repart sous les 5000. Nouvelle direction, voilà, c'est une belle résistance, 5000 points. À mon avis, il y a des chances qu'on ait une petite correction à l'image de ce qu'on a eu hier à 5000. On s'est pas affranchi des 5000, alors on est venu les tester hier, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, on n'a pas de signal haussier, malgré la belle tendance du prix et la belle tendance du RSI. Voilà, donc à très court terme, je pense que 5000, ça se vend pour aller chercher 4950, c'est-à-dire les plus bas d'hier. Voilà, maintenant en swing trading, tant qu'on est voilà, dans ce canal haussier, la tendance, elle reste haussière et je pense pas que ce soit le moment de faire de la contre-tendance. Voilà, donc à part en intraday où un retour au plus bas de la veille me semble possible, en swing, j'attendrai une sortie par le bas de ce canal ou alors un signal baissier sur le S&P pour shorter le CAC 40. Pareil pour le DAX. Alors le DAX, vous pouvez voir qu'on a comme une consolidation au prix actuel, les 11 200 points. Donc 11 200 points, seuil de consolidation pour le moment. D'un point de vue technique, c'est un petit peu moins clair que le CAC 40. Le CAC, on est vraiment sous résistance, on est sous les 5000 points. Donc voilà, c'est 5000, ça se short en intraday. Par contre, pour le DAX, on voit que le niveau, il est pas très clair, donc je m'abstiendrai de m'exprimer dessus en intraday. Par contre, voilà, en swing, c'est la même analyse, c'est-à-dire tant qu'on est dans ce canal qui est haussier. Alors, je vais bien le retracer. Tant qu'on est dans ce canal haussier, eh bien la tendance est considérée comme haussière et donc il ne faut pas se positionner à la vente pour du swing trading. Vous n'avez pas le lien pour le webinaire NFP. Alors si, je vais vous l'envoyer tout de suite. Alors vous allez dans, vous voyez, formation, séminaire en ligne. Ah, alors il n'est pas affiché. Alors je vais vous donner ça tout de suite. Alors, je vous demande une petite seconde, enfin une petite minute plutôt. Ah d'accord, donc il faut que je le recrée puisqu'il a expiré le lien. Donc je ferai ça après le webinaire. Je vous invite à vous reconnecter sur le site DailyFX ici un peu avant 13h heure française pour vous inscrire. Donc le lien il sera sur cette page, je vais vous envoyer le lien de la page. Voilà. Donc voilà. Donc vers 13h heure française,
Je vous invite à vous connecter sur ce lien pour vous inscrire au webinaire NFP. Alors donc voilà au niveau du DAX, l'Eurostoxx 50, on fait une petite analyse rapide aussi. On voit que par contre l'Eurostoxx 50, ouais, cette oblique qui a fait office de support de nombreuses reprises, eh bien on est sorti par le bas. Donc là on a un premier signal baissier sur l'indice Eurostoxx 50. Voilà, ce qui n'est pas suffisant pour passer pour shorter le CAC ou le DAX sur du moyen terme, mais en tout cas sur l'Eurostoxx nous entendrons une sortie par le bas de ce canal. Vous voyez, support, résistance, support, résistance, support, et là on voit que les sommets deviennent de plus en plus sous pression, ce qui en fait dorénavant un biseau. Et là on sort par le bas d'un biseau. Du coup, l'objectif d'une correction d'un biseau, c'est de retourner en bas normalement. Donc on peut utiliser le retracement de Fibonacci. Vous voyez déjà correction de 38, puis 50%, puis 61,8. Et ensuite, on cherchera la correction totale de ce mouvement. Donc là, on peut voir qu'on a un puissant niveau de support vers les 3070. 3070, ce sera un niveau de support très important pour l'Eurostoxx. Ensuite, il y aura 3078 et ensuite 3000. Voilà. Au niveau des indices américains, donc le S&P en très légère hausse hier, soutenu principalement par Facebook. Le VIX, on en parle rapidement, mais le VIX, il est, comme vous pouvez le voir, proche de 16. Alors, comme vous le savez, on n'a pas de signal haussier de notre stratégie VIX, puisque ça nécessite vraiment un sell-off, une nouvelle une nouvelle chute du S&P 500 pour avoir un signal sur la stratégie VIX que je vous ai présenté en novembre, il me semble. Donc voilà, donc là, on n'a pas de signal haussier. Quoique, non. Donc là, c'est moins 10. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça croise à la baisse 10. Quoique le dernier signal, ça avait été donné le 26 décembre. Donc vous pouvez voir que malgré mes perspectives qui étaient baissières depuis maintenant 2-3 semaines, il me semble, où j'ai eu tort à 2 reprises, vous voyez que cette stratégie VIX donnait donc un signal d'achat sur les indices. Donc c'était le 26 décembre. Le 26 décembre, c'était possible de passer à l'achat sur S&P d'après cette stratégie. Et si vous regardez le 26 décembre, c'était où le 26 décembre, si on se met en journalier, c'était à ce moment-là. Donc vous voyez que finalement, voilà, le plus important, c'est vraiment le plan de trading. Dès que vous avez un plan de trading, c'est beaucoup plus facile de trader. Là, vous voyez 152 points de risque pour 250 points de gain. Si on laisse courir la position. Vous voyez, personne ne sait quand est-ce que ça va se terminer. La hausse du Nasdaq liée au résultat de Facebook n'était pas un bull trap. Alors si ça peut l'être, Denis, ça peut être totalement parce que regardez, on est en publication de résultats. On est en publication de résultats, donc un jour ça peut, vous voyez le gap haussier qu'on a eu sur Facebook, un gap de 10%, ce qui est énorme. On aurait pu très bien avoir l'inverse si les entreprises si Facebook avait manqué ses attentes. Et ni vous ni moi savons si Facebook, enfin si la prochaine entreprise qui va publier ses résultats va dépasser ou non ses attentes. Donc les périodes de publication des résultats, c'est un petit peu le casino, vous voyez. Ça peut être très bien un gap haussier qu'un gap baissier. Personne ne peut savoir. Par si vous êtes spécialiste sur Facebook, vous traquez Facebook tous les jours, voilà, les résultats, il y a des experts de Facebook qui ont des informations beaucoup plus avancées que la plupart d'entre nous, mais pour les personnes qui s'intéressent de loin au mastodonte, c'est impossible de savoir si Facebook va publier des résultats meilleurs ou moins bons. Même pour moi, il faudrait que vraiment j'analyse Facebook, les actualités de Facebook en profondeur plusieurs heures par jour, chose que je ne fais pas. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous faire voir, c'est les cycliques versus les non cycliques. Donc là, c'est les cycliques versus les non cycliques. Si on est en rouge, si on a un chandelier rouge, c'est-à-dire que c'est les cycliques ont sous-performé les non cycliques. Donc on peut voir que hier on a une hausse de à peine 1% du S&P, mais on a eu un chandelier baissier. Donc c'est-à-dire que c'est les non cycliques qui ont sous-performé. Donc en d'autres termes, les défensives. Donc c'est pas un témoin d'appétit au risque qu'on a eu hier, malgré le bond du S&P 500.
et malgré le bond de Facebook. Ce n'est pas les cycliques qui ont soutenu le mouvement haussier. Même si Facebook fait partie des cycliques, il y a 500 entreprises, 505 entreprises dans le S&P 500. Il y a plusieurs secteurs. Donc oui, Facebook a progressé, mais il y a d'autres secteurs également qui ont progressé. Et si on doit faire un bilan sur l'ensemble de S&P, eh bien c'est les non cycliques qui ont soutenu le S&P 500 hier. Voilà, donc ça peut être très bien considéré comme un bull trap ce qu'on a eu hier, tout à fait. En tout cas, dans les périodes de résultats, encore une fois, tout peut arriver. Voilà, on a eu des bons résultats d'Apple, ce qui a permis le breakout, la sortie par le haut du range. On aurait très bien pu avoir l'inverse. Voilà, c'est pour ça que les prévisions, comme on parlait hier, les prévisions sur pendant les périodes de résultats, c'est très compliqué. Voilà. Donc voilà, au niveau du S&P 500, d'ailleurs, on voit l'appétit se calme, l'appétit au risque se calme. Le S&P, bon, on n'a pas de hausse. Enfin, sur le CAC 40, on n'a pas de hausse. Donc voilà, on a pu, ce matin, en tout cas, on n'a plus d'appétit au risque. Le marché attend déjà le rapport de l'emploi NFP. Voilà, donc S&P, pour le moment, techniquement, c'est encore haussier. Voilà, on est dans une tendance haussière. Hein. Si on ajoutait des moyennes mobiles, on constaterait qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Hein. Je pense que ça saute aux yeux, mais on voit qu'on n'a plus le momentum. On voit qu'on a, d'ailleurs, si on rajoute une moyenne mobile, ou alors mieux une MACD. MACD qui est la relation entre deux moyennes mobiles et une moyenne mobile de cet écart entre les deux moyennes mobiles. Ouais, la MACD, comment dire, elle commence à fléchir. Donc ça, c'est perte de momentum. Ça veut dire perte de momentum. Alors on n'a pas de signaux baissiers encore pour le moment. Un signal baissier que j'apprécie, vous savez, si le VIX atteint 16, ou alors on a les bandes de Keltner qui peuvent donner des signaux de type breakout. Voilà, on a un tas de différents types de signaux qui peuvent nous aider à nous positionner sur les marchés. De toute façon, après chacun son plan de trading. Moi, je suis pas là pour vous dire quand acheter, enfin selon quel signaux. Alors, petite parenthèse. Ah non, c'est bon, pardon, excusez-moi. Donc, au niveau des indices, plus d'appétit au risque ce matin en raison des décevants chiffres PMI chinois. Le marché attend dorénavant le rapport de l'emploi américain. Donc, voilà, patience avant 14h30, avant le rapport, l'application du rapport de l'emploi. Donc, je rappelle ce que le marché va surveiller pour le rapport de l'emploi. Ça va être dans un premier temps variation de l'emploi non agricole, donc le NFP qui est attendu à 165 000, mais ce sera surtout le salaire horaire moyen. Le salaire horaire moyen, c'est synonyme d'inflation. Si on a une hausse du salaire horaire moyen, on aura une hausse de la consommation, donc une autre hausse de la croissance américaine et une accélération de l'inflation. Donc ce chiffre-là, 3,2%. Alors le plus important, c'est sur un rythme mensuel, donc il est classifié en faible. Donc on va aller plutôt sur le site calendrier économique. Voilà, donc salaire horaire moyen mensuel. Voilà, salaire moyen mensuel 0,3% contre 0,4 le mois précédent. Donc si on est à 0,3 dans la lignée des attentes, ça devrait être, on ne devrait pas avoir vraiment de mouvement sur les marchés. Par contre, si c'est au-dessus, ça sera positif pour le dollar, mauvais pour les marchés actions. Et si à l'inverse, c'est en dessous de 0,3, ce sera bon pour les marchés actions, négatif pour le dollar. Quand le salaire augmente, l'inflation augmente. Alors, pas directement, mais c'est synonyme. Parce que si on vous donne plus d'argent, qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous allez plus consommer. En tout cas, la plupart des gens vont plus consommer. Donc, s'il y a plus de consommation, eh bien, la monnaie circule beaucoup plus rapidement, est échangée beaucoup plus vite. Et c'est ça, l'inflation. L'inflation est provoquée par la consommation et donc la croissance. Après, il y a des facteurs externes à l'inflation. Mais là, je vous parle de l'inflation corps, l'inflation sous-jacente. Je ne parle pas de l'inflation avec les cours de pétrole. Les cours de pétrole, ouais, c'est un autre cas de figure. Donc voilà, si on a une accélération de la croissance des salaires, c'est, je dis bien, synonyme d'accélération de l'inflation.
Au niveau du forex, donc l'eurodoll qui est revenu à 1,1450 après des propos plutôt prudents, très prudents de du président de la Bundesbank. Donc on revient à 14,50. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment. Vous voyez que sur du moyen long terme, c'est en consolidation. Hein. Vous voyez qu'on est entre un 14,50, voilà, on est environ un 14,50 si on devrait faire un prix moyen. Donc en dessous, voilà, c'est on va dire un euro pas cher, et au-dessus c'est un euro qui est considéré comme cher. Vous voyez, on est dans un canal, pseudo-canal haussier, hein, donc voilà. La tendance à court terme, elle est, à mon avis, haussière. En tout cas, on a des sommets et des creux de plus en plus hauts depuis la fin de semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, tout va dépendre du NFP. Si on a, encore une fois, des salaires bons, meilleurs qu'attendus, ce sera négatif pour l'euro. À l'inverse, où on a des salaires qui sont moins bons que prévu, ce sera positif pour l'euro et pour l'or. Donc l'euro-doll, voilà, on en reparlera au webinaire spécial NFP, mais en attendant, ça devrait être plutôt à l'équilibre. Alors on a l'IPC de la zone euro à 11 heures qui va être publié, donc l'IPC sera un catalyseur de volatilité, mais ça va pas être la même volatilité à mon avis que le rapport de l'emploi américain. Au niveau de l'USD Yen, bon, moi je m'attends à une baisse. Je pense que le dollar a encore beaucoup de marge de baisse sur du moyen terme, et c'est pour cette raison que l'USD Yen, je pense qu'il a toutes ses chances de revenir à ses récents plus bas du début d'année vers 107 et potentiellement à plus long terme 105. Mais on n'y est pas encore, on y est encore très très loin. Au niveau du DXY, on voit qu'on a une stabilisation à 95, on voit que ça c'est un niveau de support quand même 95. On a un rachat. Alors 95, ça correspond à un 15 de l'eurodoll. Donc dès que l'eurodoll est venu chercher un 15 hier, on a eu des vendeurs et on a eu des prises de bénéfices. Donc voilà, le dollar il est acheté lorsque l'euro est à 1,15. C'est un peu la conclusion qu'il faut faire. Donc 1,15 c'est vraiment une résistance majeure sur l'eurodoll à court terme. Si par exemple on a un mauvais rapport de l'emploi américain tout à l'heure et que l'euro du coup décolle, il faudra tout de même prendre des bénéfices, je pense, à 1,15. Ou en tout cas des premiers bénéfices. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit il y a quelques séances, il me semble. Qui dit inflation dit baisse du pouvoir d'achat après, exactement. Mais l'inflation est déjà provoquée par la croissance. Après, ça dépend de quelle inflation. On a l'inflation, encore une fois, l'inflation sous-jacente et l'inflation avec le pétrole. Dans les deux cas, ça impacte le pouvoir d'achat, mais il y en a un qui est généré par la consommation, par la croissance, et il y en a un autre qui est généré par des facteurs externes qui correspondent au prix de l'énergie. Il est probable qu'on assiste à une baisse des créations d'emplois et à une hausse du nombre de demandeurs d'allocation chômage, shutdown, mais ce phénomène est de court terme, donc ce rapport n'est finalement si guère important. Exactement, Denis, c'est tout à fait ça. Hier, on a eu des inscriptions aux allocations chômage qui ont explosé, hein, qui ont explosé. Mais ce qui est tout à fait normal, c'est parce qu'on a eu un shutdown. Donc voilà, le mois prochain, ce chiffre devrait être corrigé. Vous voyez. Donc NFP, là, on a a priori 165 000 créations d'emplois. Ça peut être moins bon que prévu, mais le mois prochain, si c'est moins bon que prévu ce mois-ci, enfin au mois de janvier, eh bien pour le NFP du février, ça devrait être plutôt meilleur. Voilà. Donc il est guère important. Il est important pour les cambistes. Hein. Il est important pour les cambistes, mais important, on va dire sur du long terme pour la Réserve fédérale, non. Donc l'AUD-USD qui patine en raison de comment dire, mauvais PMI chinois. Vous voyez, on a une petite baisse. Donc voilà, l'AUD à surveiller. On est vraiment dans une période où on a une consolidation. On voit le S&P ne fait pas grand chose, même si on a eu des breakouts haussiers, il fait pas grand chose. Et comme vous savez, l'AUD est corrélé, enfin réagit de la même façon que le S&P, c'est-à-dire est soutenu ou sanctionné par l'aversion au risque, soutenu par l'appétit au risque, sanctionné par l'aversion au risque. Donc voilà, on voit que l'AUD est en baisse. Les marchés actions sont en baisse. Ça n'a rien de de aléatoire, parce qu'on a de l'aversion au risque ce matin. Donc voilà, et l'AUD yen, pareil. Vous voyez, l'AUD yen moins 0,29% ce matin.
Au niveau de l'euro GBP, alors l'euro GBP qui ne fait pas grand chose à court terme, vous voyez, pareil, ça consolide vers les plus bas de l'année et, euh, et voilà, donc vers les plus bas, je pense que c'est intéressant d'acheter l'euro GBP pour viser un prix moyen de ce range, c'est-à-dire vers 0,88. Vous voyez la moyenne mobile finalement à 200 jours. Je suis short long sur UDN, donc on peut repasser sous 78, 67 et donc au sud. Alors je suis short long. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis short long. Short et long ou euh, long terme plutôt. Donc on peut repasser sous 78, 17. Short et swing. Ah, short et swing. Donc d'accord. Donc vous êtes à vendre sur du swing trading. Moi je suis plutôt alors d'accord avec vous. En fait je suis d'accord avec vous depuis enfin ça fait 3 semaines que maintenant moi j'avais une perspective baissière sur l'AUD, sur le marché actions et sur le pétrole parce que j'envisageais un retour de la version au risque. Chose qu'on n'a pas eu pour le moment. Mais aussi rapidement qu'on aura un réel retour de la version risque, parce que pour le moment là c'est que ce matin qu'on a la version risque. Ça se trouve tout à l'heure nous aurons un NFP qui sera bon et on aura de l'appétit au risque. Vous voyez. Donc euh, l'AUD yen réagira comme le S&P 500. C'est-à-dire que si demain on a un catalyseur, ça peut être le Brexit, ça peut être les tensions commerciales, peu importe. On a un catalyseur qui ravive la version risque, les marchés actions seront en baisse et l'AUD également. Donc en swing, moi je pense que c'est possible de viser, de reviser les plus bas, vous voyez, de, vous voyez, de ce niveau de prix, 77, pardon. Alors c'est aux alentours de 77, 50. Je pense que c'est possible en swing trading, mais pour le moment, tant que le S&P ne montre pas des signaux baissiers, on n'aura pas de baisse de l'AUD yen. Voilà, ça faut bien comprendre. L'AUD yen et le S&P sont énormément corrélés. Ils sont énormément corrélés. Donc si vous êtes à la vente sur l'AUD yen, ça revient à être à la vente sur le S&P 500. Moi, pour être à la vente sur le S&P 500, dorénavant, j'attends vraiment enfin, oui, des signaux plutôt convaincants à la baisse. Pour le moment, on n'en a pas. Pour le moment, on n'en a pas. Si je me mets en 8 heures, que par exemple je mets des bandes de Keltner, bandes de Bollinger, peu importe, bandes de Keltner, vous voyez, on reste au-dessus de la bande inférieure pour le moment. Donc voilà. Après, on a une divergence, ce qui nous permet d'espérer une correction à terme. Mais pour le moment, encore une fois, on n'a pas de signaux qui sont baissiers sur la S&P 500. C'est pour cette raison que la UD yen, pour le moment, ça se vend pas. Même si peut-être on est en train de faire le point haut, on n'a pas de signaux baissiers. Au niveau de l'or, alors l'or, petit repli, étant donné qu'on a une hausse du DXY, ce qui est tout à fait normal. En plus, techniquement, on a fait une belle hausse du gold. L'or, il a pris quoi? Il a pris 3%. Vous voyez, 3% en l'espace de un mois. Même moins, 10 jours, pardon. Vous voyez, en l'espace de 8 jours, on prend 3% l'or. Donc voilà, petite correction à s'attendre, je trouve ça normal. Voilà, après tout va dépendre du NFI. Vous savez que l'or, l'euro-dollar, c'est l'inverse du DXY. Donc voilà, si on a un bon rapport de l'emploi américain, ce sera hausse du dollar et donc baisse de l'or et baisse de l'euro. Et à l'inverse, si on a un décevant chiffre rapport de l'emploi américain, ce sera négatif pour le dollar et donc positif pour l'euro et l'or. Voilà, donc l'or, comment dire, c'est actuellement 1318. Aujourd'hui, ça va dépendre réellement du rapport de l'emploi. Philippe qui me dit bonjour, sur le DAX en intraday, est-ce que le niveau des 11 150 est un niveau de résistance solide? Avez-vous un avis sur la baisse de volatilité sur le Nikkei? Sommes-nous sur une résistance? Alors, bonjour Philippe, DAX en intraday, est-ce que le niveau des 11 150 est une résistance solide? Alors, j'y reviens. Alors, 11 250. Alors, ça a fait office de résistance depuis vendredi dernier. Le CAC est sous résistance à 5000, sous 5000, pardon. L'Eurostoxx, on le voit, on l'a vu, est sorti par le bas d'un canal ascendant. Donc,
11 150 sur le DAX me semble être un niveau de résistance important à court terme. Maintenant, encore une fois, il suffit de résultats convaincants et c'est ce qui alimente la hausse des indices à court terme. C'est pas la macro, c'est vraiment les résultats des entreprises qui ressortent meilleurs que les attentes. Donc, demain, si on a une entreprise qui ressort, un mastodonte qui ressort un chiffre meilleur qu'attendu, le DAX dépassera sans doute les 11 250. Donc je peux pas vous dire que 11 250 ça se short à tout prix, mais ça dépend le contexte dans lequel on évoluera à ce moment-là. Mais voilà, on est en publication de saison de résultats, donc il y a beaucoup plus de volatilité, il y a beaucoup plus de gap, puisque il y a des résultats qui se font après la fermeture des marchés, donc c'est les contrats futurs qui prennent la cotation, et du coup sur le cash vous avez des gaps importants. Voilà. Donc sur le DAX, oui, j'ai envie de dire 11 150, c'est un niveau de résistance importante. Comme le CAC à 5000. 5000, ça me semble un niveau de résistance important. Maintenant, il suffit qu'on ait les résultats d'un mastodonte comme, je ne sais pas, L'Oréal qui publie des super bons résultats et le CAC 40 dépasse les 5000 points, vous voyez. Donc voilà, et moi je ne sais pas si L'Oréal va publier des résultats meilleurs que les attentes. J'ai pas de boule de cristal. Denis qui me dit attention, le CAC c'est up à l'instant à 5004. Oui, comme hier matin. Hier matin, on dépassait, on est venu chercher les 5017. Hein. Regardez, ouverture des marchés, plus haut à la première heure de la cotation, 5017, vente. Voilà. Donc prudence de toute façon, hein, pendant les périodes de publication des résultats des entreprises, il faut être extrêmement prudent. Il y a un regain de volatilité qui est quand même important. Donc ça, faut en prendre vraiment conscience et il faut trader avec ce contexte-là. D'accord, c'est pas une période classique. Au niveau des cours de pétrole, et ensuite je terminerai par l'euro CHF qu'on me demande en question. Donc les cours de pétrole, consolidation hein, depuis maintenant 2 semaines, depuis le 10 janvier pardon. Regardez, ça oscille entre, on va dire si on devait tracer des bornes assez utilisables, j'ai envie de dire. On va pas prendre les extrêmes, mais vous voyez 62,50 résistance, support c'est par ici. Vous voyez support, donc c'est le support il est à 60 $. 60 $ support, résistance 62,50. Voilà. C'est ça un peu le Brent. Enfin, le Brent, c'est ces bornes-là. Le WTI est dans une tendance haussière. Vous voyez qu'on a eu un nouveau plus haut hier. Nouveau plus haut comparé à celui du mois de décembre. Au-dessus des 50 $, pardon. Par contre, on voit que 55 $ le baril, ça a fait office de résistance. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de franchissement de clôture vraiment net au-dessus des 50 $, on n'a pas de signal haussier. On reste dans un range. Donc là, la perspective est baissière tant que le Brent n'atteint pas 60 $. L'euro-franc. Alors l'euro-franc, moi ma perspective est plutôt haussière à court terme. Je m'attends à un retour vers 1,15. Voilà, pour le moment, on n'a pas de signaux qui sont baissiers. Regardez en journalier, c'est bullish hein, pour le moment. Donc voilà, tant qu'on reste au-dessus de la bande inférieure de Keltner, je dirais que la tendance à court terme reste haussière. On a également une oblique haussière de momentum qui sert de soutien. Regardez. Voilà, là on a une belle oblique de support. Tant que le RSI reste au-dessus de cette oblique, il n'y a pas vraiment de quoi remettre en cause cette tendance. Donc voilà, l'euro-franc actuellement légèrement sous 1,14 a ses chances de revenir si on suit la tendance à 1,15. Maintenant, je ne le vois pas dépasser pour le moment. Je vois pas pourquoi l'euro dépasserait 1,15, sachant que la situation macroéconomique en zone euro est plutôt mauvaise. Voilà, et on avait parlé hier je voulais faire voir l'importance d'un ratio risque-rendement positif. Donc j'ai fait une petite stratégie très rapide bête avec le stochastique. Donc c'était pour vous Philippe, il me semble. Voilà, donc je me souviens plus c'était sur quel actif. On va mettre sur l'euro-dollar, voilà. L'euro-dollar. J'avais juste mis un ratio risque-rendement positif avec le stochastique. En fait, l'idée c'était que si le stochastique sortait dans sa zone
De surachat, on avait pardon, un ordre vendeur, et à l'inverse, on avait comment dire, une sortie de sa zone de survente, on avait une stratégie, enfin on avait du coup un achat. Alors du coup, c'était sur quel actif? Je me souviens plus, parce que j'ai programmé sur un actif euh, précis. Alors je ne sais pas si c'est l'euro-dollar, si c'est un autre actif. Alors, non, c'est pas l'euro-dollar vu la courbe. Ça ne doit pas être celui-ci. Peut-être un indice S&P. Alors je ne sais plus du tout sur quel actif j'ai codé. Alors peut-être que j'ai mis un petit commentaire. Non, pas de commentaire. Donc en fait, vous voyez, achat si on sort de 20, vente si on sort de 80. Et voilà, ensuite j'avais mis un stop 20-20. 20-20. Alors ça doit être du coup. Ah, alors c'est de l'or. C'est bon, ça m'est revenu. Il me semble que c'est l'or. L'or, alors peut-être en 4 heures. Y a-t-il une vidéo? Ah voilà. Merci d'y avoir pensé. Donc Denis qui me dit, y a-t-il une vidéo instruisant sur les bandes de Keltner, s'il vous plaît, sur YouTube? Alors oui, j'ai fait un webinaire éducatif sur les bandes de Keltner il y a pas longtemps. Je vous invite à je fais un article et un webinaire éducatif. Donc pour cela, je vais vous envoyer donc l'article avec la vidéo qui est dans l'article. Donc comme ça, vous lirez les deux et vous aurez vraiment une compréhension totale des bandes de Keltner. Vous voyez, vous avez toute l'explication. Et vous avez le lien de la vidéo ici, le replay de mon webinaire éducatif. Donc je vous envoie le lien pour les bandes de Keltner. Edgy me dit, ça mériterait d'être l'objet d'un nouveau webinaire. Alors, qu'est-ce qui mériterait d'être l'objet d'un nouveau webinaire? Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire un peu plus? Donc, vous voyez là, sur l'or, j'avais simplement mis un ratio risque-rendement, donc nul, enfin positif, mais de 1. Donc, c'est pas très très intéressant. Par contre, si, je sais pas, on peut ajouter un, un objectif plus important, eh bien, on est susceptible d'avoir des meilleurs résultats. Par exemple, vous voyez, alors, si on met, je sais pas moi, un profit. Alors, si vous voulez plus de webinaires éducatifs sur ces automates, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, je peux en faire un peu plus de 40. Après, c'est voilà, moi, c'est à tester. Je sais pas, ça va être quoi les résultats, mais vous voyez déjà, voilà, ça fait. Là, on a les résultats. Donc ici, vous voyez, position gagnante, 58% de position gagnante. Ratio gain-perdre 1,45. Donc c'est pas ce que je veux faire voir, parce que ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'on peut avoir un nombre de trades inférieur à 50 et pourtant être positif parce qu'on a un ratio gain-perdre. Donc là c'est un mauvais exemple parce que bon, même s'il est gagnant, là on a un ratio de position gagnante qui est au-dessus de 50%. Donc c'est pas l'exemple que je voulais vous faire voir. Mais il y a des moments, il y a même la plupart des stratégies, peut-être pas la plupart, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas parce que vous avez un pourcentage de position gagnante qui est inférieur à 50% que vous êtes perdant. D'accord? C'est pas parce que vous gagnez qu'une fois sur 3 que vous êtes perdant, que votre compte de trading est perdant. Tout va être question du ratio risque-rendement. Vous pouvez perdre 3 fois sur 5 et pourtant avoir un compte de trading positif. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un automate vraiment bête. Hein. Vous voyez que c'est pas viable parce qu'il y a vous voyez, si vous mettez ça dans un portefeuille, vous passez du 27 novembre à 29 000 et vous êtes maintenant à 20 000. Vous voyez que psychologiquement, plus vous avez des baisses comme ça, c'est ce qu'on appelle le drawdown, plus vous avez des baisses importantes et plus psychologiquement c'est dur. Donc ça, c'est pas une stratégie qui est viable. Même si au final vous avez des bons résultats, psychologiquement c'est dur à tenir. Donc voilà, ça c'est pas une stratégie qui serait viable. Je parlais de cette automate. Alors, cette stratégie, comme je l'ai dit, c'est vraiment avec le stochastique. C'est vraiment, j'ai fait ça tout bête. Hein. C'est si vous voyez le stochastique
Je vais l'afficher rapidement. Stochastique. Voilà. En clair, si le stochastique, excusez-moi. Donc si le stochastique sort de 80, vous voyez, sort de la zone de surachat, stratégie de vente. Et stratégie d'achat si il sort par le haut. Voilà. Je regarde. Modifier. Voilà, donc stochastique, s'il croise à la hausse 20, ça achète. S'il croise à la baisse 80, ça vend. Et ensuite, il y a des ordres donc de prise de bénéfice avec stop, trailing stop et objectif. Et on a également des conditions, c'est-à-dire que si la moyenne mobile du stochastique, parce que vous savez que qu'est-ce que c'est le stochastique, c'est le stochastique en blanc, et ensuite on a une moyenne mobile du stochastique, qui est une moyenne mobile à 5 périodes, ici, vous voyez. Donc cette moyenne mobile en pointillé, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais c'est la moyenne mobile du stochastique. Et en fait, dès que cette moyenne mobile va rentrer dans sa zone de surachat, ça va clôturer la position d'achat. Et dès que cette moyenne mobile va atteindre la zone comment dire de survente, ça va clôturer la position de vente qui avait été établie lorsque le stochastique est sorti de sa zone de surachat. Voilà, donc ça, encore une fois, il y a moyen d'améliorer cette stratégie. On pourrait faire un webinaire éducatif là-dessus, mais ça prend du temps à améliorer une stratégie. Il faut réfléchir dessus. Et si on le fait en live, ça prendra peut-être entre 30 minutes et 1 heure. Donc c'est à vous de voir. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Moi, je serais clairement intéressé par faire ce type de webinaire qui est beaucoup plus dans le concret. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre retour là-dessus, si vous voulez plus de ce contenu, plus de présentation d'indicateurs, plus sur l'économie, voilà, n'hésitez pas à me le dire et moi je m'adapterai. Une stratégie viable serait d'avoir une courbe linéaire. Voilà, l'objectif 100%, c'est impossible. Hein. C'est impossible d'avoir une courbe linéaire, edgy. Mais ce qu'on veut, ce que tout trader veut, c'est une courbe linéaire. Pourquoi? Parce que vous gagnez, mais et en plus vous perdez, vous pouvez perdre, mais ça va pas faire des pertes importantes sur votre portefeuille. Donc c'est des pertes qui sont facilement encaissables psychologiquement. Parce que le plus dur c'est la psychologie. D'accord? Donc l'objectif 100%, l'idéal, ce qui est impossible à tenir, hein, mais ce dont vers la direction sur laquelle on va tendre, pardon, excusez-moi, c'est vraiment une courbe linéaire, une courbe même exponentielle, vous voyez, mais pas avec des baisses du portefeuille majeur. Vous voyez, pas des baisses de 10%, de 20%, ça psychologiquement, faut les encaisser. C'est après chacun sa stratégie, hein. Mais voilà, l'idéal, c'est vraiment d'avoir cette courbe vraiment très droite, linéaire, ou une parabole, mais vraiment pas de fossé, vous voyez, le moins possible de fossé. Parce que les fossés, ça, c'est la psychologie. Les fossés, ça va venir directement, c'est le doute. Vous allez avoir des doutes très importants lorsque vous allez avoir des pertes. Et plus vous allez avoir des fossés importants, et plus vous serez dans le stress. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas viable d'avoir des drawdowns de 50% sur son compte de trading ou de même de. Après, chacun a ses propres résistances psychologiques, vous voyez. Mais déjà 10% de perte sur son compte de trading, moi personnellement, je trouve ça assez énorme. Après, tout dépend des risques qu'on est prêt à prendre Ouais, tout dépend, c'est vraiment très relatif, hein. Chacun a ses préférences en termes de risque, mais en tout cas, vraiment, ce qu'on veut tendre, c'est une droite linéaire du portefeuille. Avez-vous déjà annoncé votre annonce surprise ou pas encore? Alors, mon annonce surprise, oui, elle est annoncée. Non, je l'ai pas encore annoncé. Je l'ai pas encore annoncé. Je vais vous l'annoncer maintenant. Voilà. Comme ça, c'est petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Alors, petite surprise, c'est la mise en place d'un webinaire en commun, en binôme, avec Vincent Gann, que vous connaissez peut-être déjà. Vincent Gann, analyse de marché pour TradingView. Donc, nous allons faire un webinaire en commun avec une stratégie que nous vous proposerons, une stratégie par semaine, webinaire qui durera 10-15 minutes. Voilà. Et d'ici 2 semaines, pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Voilà, on est en préparation, enfin pas mentale, mais techniquement, voilà, on prépare le support technique et voilà. Donc je vous tiendrai au courant dès que nous débuterons. Voilà, si vous avez des actifs sur lesquels vous préféreriez, nous on va commencer par des stratégies sur les actions. Mais voilà, si vous voulez des indices, si vous voulez du forex, des matières premières,
n'hésitez pas à nous le dire. On essaie de faire des actions parce que voilà, on fait beaucoup déjà de forex, d'indices et de commo, mais voilà, si vous voulez ces marchés-là quand même, si vous voulez du forex, des indices, n'hésitez pas à nous le dire et nous vous proposerons des stratégies. Donc voilà, c'était la surprise. Merci de l'avoir rappelé. De toute façon, j'allais vous le dire la semaine prochaine dans tous les cas, mais voilà. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous, excellent week-end. Non, pardon, on se retrouve tout à l'heure pour le rapport NFP. On se retrouve tout à l'heure pour le webinaire spécial NFP. Donc rendez-vous sur le site DailyFX à 13h française pour vous inscrire au webinaire NFP, puisque je vais le créer juste dans la matinée, voilà, ce webinaire. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps pour qu'il soit actualisé sur le site. Merci pour votre attention. À tout à l'heure pour ceux que je retrouverai dans le webinaire NFP. Et sinon, je vous dis à lundi.